Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans le journal du meneur de jeu de Club JDR. Vous savez, c'est des épisodes pas forcément réguliers, mais qui s'attardent à se pencher un petit peu sur ce qui se passe derrière l'écran, ce qui se passe autour du jeu de rôle, parfois autour aussi de la culture pop. Je suis Guillaume Vendée et évidemment, je suis accompagné de Jean-Michel Abrassard. Salut Jean-Michel, comment vas-tu? Salut Guillaume, comme on disait off caméra, ça fait longtemps, hein, mais c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir un peu discuter de jeux de rôle, ça va être cool. On n'a même pas regardé quand a eu lieu le dernier enregistrement du journal du meneur, mais je pense que ça doit faire peut-être 1 an et demi, si je dis pas de Ouais, bêtises. au moins ça, ouais. Ouais, mais aujourd'hui, le sujet que je t'ai proposé, c'était de parler de la série Rings of Power, les anneaux du pouvoir en français, et des discussions qu'il y a autour de cette série, parce qu'évidemment, comme les gens qui écoutent le podcast le savent, je suis un fan du Seigneur des Anneaux, et donc tout ça m'a absolument passionné. Mais avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, il y avait deux petits autres sujets que tu voulais aborder, des petites news comme ça. Tu peux nous en dire un mot? Oui, il y a deux choses, effectivement. La première, c'est que, alors pour ceux qui ne savent pas, il y a une plateforme qui s'est lancée depuis quelques temps maintenant, depuis pas mal de mois, qui s'appelle Let's Roll. Donc, je pense que si les personnes suivent vraiment l'actualité du jeu de rôle parmi les auditeurs de Club JDR, je ne vais pas leur apprendre grand-chose. Mais peut-être c'est intéressant aussi de porter à la connaissance de ceux qui ne savent pas que ça existe, que ce type d'outil est arrivé. Et en fait, alors il y en a d'autres, hein. Il y a Roll20, il y a Foundry VTT aussi. Et en fait, c'est des plateformes qui permettent aux joueurs de se retrouver à distance via leur ordinateur et d'avoir un support de jeu. Alors, il y a deux types d'utilisation d'ailleurs de ces supports de jeu. Il y a la version, la bonne carte traditionnelle que tu as sur ta table qui te permet de positionner tes figurines et de faire de la simulation de combat. Ça, c'est une première utilisation. Et la deuxième simulation, c'est aussi de servir de support d'échange et de lancer de dés avec toutes les aides de jeu qu'on peut imaginer, mais pas forcément basées sur des cartes. Donc, c'est deux utilisations un peu traditionnelles qu'on peut avoir de ce type d'outils. Et alors, je ne les connaissais pas bien, moi, ces outils, Jean-Michel. Et tu sais que j'ai pas eu beaucoup de temps à me consacrer au jeu de rôle et qu'en plus le confinement m'a pas aidé. Et je me suis passionné ces dernières semaines, ces derniers mois pour Let's Roll. L'outil est arrivé en version bêta là en fin d'année 2021. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser. Ça veut dire que c'est pas une version définitive et qu'il y a encore quelques petits bugs qui sont pas vraiment bloquants. Il y a certaines fonctionnalités qui sont pas encore implémentées, mais l'outil est absolument génial. Et je voulais en faire un petit relais parce que je pense que ça mérite de porter un petit peu cette philosophie. Donc, c'est une équipe française qui est derrière, hein. C'est titanesque en matière de boulot parce qu'il y a finalement un seul développeur qui est derrière tout l'outil, ce qui est complètement bluffant quand on voit toute la technologie qui peut être mise en scène sur cet appareil, sur cet outil. Et la philosophie, c'est de pouvoir utiliser uniquement ton navigateur. Donc, tu n'as pas d'application à installer. C'est un peu comme Roll20. Donc, ça se passe tout sans aucune installation d'application. Et il y a un rôle pour le meneur du jeu qui peut cacher des éléments, qui peut les faire apparaître. Il y a les jets de dés qui sont lancés, les feuilles de personnages. Et tout ça rend le jeu de rôle à distance extrêmement simple et assez immersif. Alors, simple pour les joueurs parce que le meneur du jeu a quand même un petit peu de préparation, hein, on ne va pas se mentir, ça demande quand même un petit peu de boulot en amont. Mais super intéressant de voir ce type d'outil arriver, très convaincant. Je l'ai testé, je vais continuer à le tester. J'ai plusieurs parties de l'appel de Cthulhu qui sont planifiées sur Let's Roll. Et voilà, je pense que j'en reparlerai à l'occasion quand j'aurai beaucoup plus de recul, mais je suis déjà hyper enthousiaste. Je ne sais pas si toi, tu as testé ces plateformes, Jean-Michel, que ce soit Let's Roll ou Roll20 ou les autres. Non, pas vraiment. Non, j'en ai entendu beaucoup de bien, évidemment, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, effectivement. Ça demande un peu d'investissement, hein. On ne va pas se mentir, pour le meneur de jeu, ça demande un petit peu de travail, mais voilà, si vous ne connaissiez pas, en tout cas, ça vaut le coup que vous alliez jeter un coup d'œil. Et puis l'autre sujet qui est un petit peu annexe, mais bon, pas si éloigné que ça finalement, hein, c'est le nouveau jeu de Romaric Briand, que vous connaissez probablement, qui anime d'ailleurs le podcast de La Cellule, et qui a sorti un jeu qui se veut être extrêmement simple. Alors, vous allez voir que ce n'est pas du jeu de rôle tel qu'on a l'habitude de le connaître et de l'aborder et que vous avez l'habitude de l'entendre dans Club JDR, mais c'est un jeu qui se veut être une espèce d'exploration de donjons à la HeroQuest, donc vraiment jeu de figurines, hein, avec le guerrier, le mage, le voleur, le prêtre, mais c'est basé sur un jeu de domino. Et je trouve l'idée en fait extrêmement rigolote parce que
tout le monde a un jeu de domino, ou si on n'a pas un jeu de domino traditionnel chez soi, c'est assez simple de s'en procurer un. Et le jeu permet tout simplement de transformer le jeu de domino en exploration de donjons. J'ai juste découvert ça. J'ai regardé la partie de démonstration de Romaric. C'est une vidéo qui est dispo sur YouTube. Et c'est un jeu qui est accessible, que vous pouvez aller commander sur le site de Romaric et qui a l'air juste hyper fun en fait et hyper rigolo et qui peut permettre sans doute d'être une belle initiation pour notamment les jeunes. Alors, c'est pas vraiment du jeu de rôle encore une fois, c'est du jeu de plateau, on va dire, hein, un peu plus. Mais voilà, donc un petit coup de cœur aussi. Et si jamais vous avez l'envie de vous pencher sur ce type de jeu, allez jeter un coup d'œil en tout cas. Oui, il a l'air d'explorer les possibilités alternatives au dé pour ces jeux. Dans son précédent jeu, il avait utilisé un jeu d'échecs. Et c'est vrai qu'il y a différentes. On avait évoqué dans une précédente émission, il y avait un autre jeu qui n'est pas de Romaric Briand, mais avec une tour Jenga. Et puis, Oui. Et il y a longtemps, il y avait aussi un jeu qui s'appelait Miles Christie qui était sur les chevaliers, sur les Templiers, un jeu réaliste, non pas réaliste, mais un jeu qui se passe au Moyen-Orient pendant les croisades. Bon, il y avait des démons, etc. Donc c'est pas réaliste, mais plus réaliste. Mais bon, et dans ce jeu-là, ils utilisaient on n'utilisait pas de dés, mais un jeu de cartes classique. Donc il y a quand même des tentatives d'amener dans le jeu de rôle des choses qui ne sont pas des dés. C'est toujours assez intéressant, moi je trouve. Très Ça chouette. change. Ouais. Paix à son âme sur cette partie qui exploitait le jeu de Jenga, parce que vous savez qu'on avait tout filmé à l'époque et ça n'a jamais été exploité. Je crois on n'a jamais pu utiliser les rushs. Donc, paix à son âme, mais ça reste un bon souvenir qu'on a de notre côté de jeu. On va peut-être passer au cœur de notre épisode. Du coup, Jean-Michel, effectivement, tu es un grand fan du monde du Seigneur des Anneaux. On a suivi les scénarios que tu as pu faire jouer de l'Anneau unique, qui arrive d'ailleurs, une petite parenthèse, avec sa nouvelle version qui est en cours de traduction, d'ailleurs, je crois, en français. Enfin, ça ne devrait pas tarder à arriver. Je n'ai pas exactement les dates en tête. Mais Mon paquet est en cours de route pour l'instant. Je le suis parce que je ne sais plus combien de... Enfin, j'ai mis une grosse somme pour avoir la nouvelle édition. Donc voilà. Le colis arrive. Bon, le colis arrive. On espère qu'il va arriver à bon port. Et effectivement, l'actualité, elle est un peu chaude parce que je pense que les fans du monde du Seigneur des Anneaux attendent fébrilement le mois de septembre. Amazon Prime va amener la série des Anneaux de pouvoir. On a vu une bande-annonce et on a surtout vu les affiches. Et tu voulais revenir un petit peu sur des éléments de discussion qui étaient arrivés autour de ces annonces. Oui, parce qu'évidemment, ce qui a généré beaucoup de réactions chez les fans, c'est le fait que dans la bande-annonce, on voit un elfe noir et on voit une naine sans barbe. Et donc, ça a généré, on connaît comment les fandoms peuvent être sur Twitter et sur différents réseaux sociaux. Des déclarations comme quoi l'univers de Tolkien était ruiné irrémédiablement et que l'héritage de Tolkien était réduit à ça en miettes. Enfin, c'est toujours des choses assez... Massacre. Voilà. Je vous rassure directement, l'héritage de Tolkien se porte très bien. Les gens vont pas... Je crois qu'on peut commencer par ça en disant, même si la série d'Amazon était absolument totalement horrible, parce que à l'heure actuelle, on n'a pas grand-chose, donc on verra. Mais les livres de Tolkien seront toujours là, vous pourrez toujours les relire, on va changer. Ils ne sont pas brûlés. Voilà, on pourra toujours jouer à The One Ring aussi, ça ne changera rien. Mais toi, tu avais entendu aussi parler un peu de ces discussions sur Internet? Écoute, moi, j'ai vu arriver les affiches sur Twitter, donc j'étais hyper enthousiaste. Et dans la foulée, j'ai vu une polémique avec une personnalité que vous connaissez probablement aussi très bien si vous suivez le monde du jeu vidéo, c'est Joueur du Grenier, qui est connu pour ses critiques satiriques des pires jeux vidéo qu'on a pu connaître dans l'histoire. Donc, il faut reconnaître que ces vidéos sont évidemment très, très drôles. Après, le personnage de Frédéric Molas, que je ne connais pas plus que ça, hein, qui est derrière le Joueur du Grenier, a pris position. Alors, c'est pas qu'il a pris position, il s'est exprimé sur la présence de l'affiche avec le personnage noir, en demandant à un autre YouTuber qui est très investi aussi dans le monde de la culture pop et dans le monde du Seigneur des Anneaux, qui est Captain Popcorn, et il lui a demandé, mais explique-moi pourquoi, évidemment, je cite pas son tweet, hein, je relais les propos qu'il a pu tenir et je les interprète, mais explique-moi l'origine
de ces personnages noirs. Et il s'est pris une levée de bouclier assez virulente d'ailleurs, comme on les connaît bien hein, sur Twitter. Alors à tort ou à raison, ça, on n'est pas là pour juger, mais en tout cas, il s'est pris une levée de bouclier assez forte en le taxant de manque d'inclusion quelque part et de s'intéresser à le besoin de justifier absolument la présence de personnages noirs dans le lore de Tolkien. Et ça a fait réagir quoi. Derrière, il y a eu des explications qui étaient assez intéressantes, qui étaient sur deux niveaux, et c'est peut-être là-dessus que tu vas toi rebondir, Jean-Michel. Il y a eu des réponses sur le lore lui-même, donc c'est-à-dire l'analyse du livre, l'analyse de tout ce qui a été produit par Tolkien sur les Terres du Milieu pour expliquer vraiment. Et puis il y a aussi eu des prises de position qui disent non mais prenez aussi en compte le fait que c'est une adaptation en 2022, enfin dans les années 2020 d'une œuvre, et que l'adaptation d'une œuvre doit aussi s'approprier les codes du moment où elle sort et pas être d'une rigueur sans nom sur l'origine de l'œuvre. Et donc, intégrer des éléments qui, quand bien même ne respecteraient pas 100% le lore, arriveraient à mettre en avant des valeurs qu'on essaie de défendre aujourd'hui. J'ai trouvé ça très intéressant comme prise de position aussi. Je ne sais pas si toi, ce que tu voulais faire, c'était t'attarder plus spécifiquement sur le lore ou sur également l'aspect quelque part sociétal d'une œuvre qui est adaptée dans des époques plus récentes. Oui, moi, dans mes argumentations que j'ai eues, parce que j'ai débattu avec beaucoup de gens qui bon, de toute façon, mettons carte sur table, hein, moi, je suis pour les elfes noirs et les naines sans barbe. mais, On est très mais, pro là-dessus dans cet épisode, du coup. mais donc, j'argumentais avec des gens, et c'est vrai que j'ai défendu les deux types d'argumentation. Moi, ma version pour l'aspect sociétal, enfin, qu'on est en 2022, etc., c'était de dire, parce que je ne pense pas du tout que Tolkien soit raciste, donc... Mais si on prend évidemment Lovecraft et qu'on dit, bon, Lovecraft, c'est indéniable qu'il est raciste, personne ne va dire, il faut être cohérent avec le lore de l'œuvre, donc toutes les adaptations de Lovecraft doivent être extrêmement racistes, sinon on trahit Lovecraft. Personne ne tient ce discours. On est tous d'accord qu'il faut changer le racisme de Lovecraft. Donc, si les gens qui défendent l'opinion, enfin, d'une certaine façon, on a l'impression qu'il y a des gens qui le font, mais qui sont en train de dire, Lovecraft était raciste et anti-LGTB. Si c'est vrai, je ne le pense pas, mais si c'est vrai, si c'est vraiment ça votre argument, à ce moment-là, alors on devrait dire, oui, alors il faut changer. Ce n'est pas quelque chose qui doit être maintenu dans une œuvre qui, malgré tout, quoi. Enfin, personne ne tient ce discours-là pour Lovecraft. Donc, ouais, non, je suis d'accord avec cet argument. On est en 2022, voilà, on doit pouvoir changer ce genre de choses si jamais. Maintenant, évidemment, ce qui est plus fascinant, c'est la question du lore, moi, je trouve. Parce que le problème, c'est qu'en fait, le lore de Tolkien est super compliqué. Et en fait, le problème, c'est que la plupart des gens, leur connaissance du lore se limite au Seigneur des Anneaux, enfin, s'ils ont au moins lu le roman. Tu sais que j'en fais malheureusement un peu partie. Hein. Enfin, j'ai lu Bilbo aussi, mais les autres œuvres, moi, j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dedans. Hein. Tout ce qui est premier âge, second âge de Silmarillion, j'ai eu beaucoup de mal à me plonger là-dedans, je dois le reconnaître. Mais donc, en réalité, ce qui est fou, c'est que enfin, aussi, un élément crucial qu'il faut bien comprendre, c'est que l'œuvre de Tolkien, elle a vraiment évolué au cours du temps. Ses idées sur les elfes et les nains, elles n'ont pas été statiques à travers le temps. Et dire Tolkien pense que les nains sont comme ci ou comme ça, ou Tolkien pense que les elfes sont comme ci ou comme ça ignore totalement le discours sur l'évolution des idées de Tolkien sur son propre univers. Et donc, en fait, finalement, c'est souvent, on est face un peu à des discussions. Pour moi, c'est comme dans des discussions sur la Bible, hein, c'est de l'herméneutique. On a une sorte de corpus à interpréter, et alors on est face un peu à des gens, je sais pas, je veux dire, c'est des fondamentalistes, mais je veux dire on pourrait dire des puristes, mais l'approche puriste, c'est qu'ils se limitent généralement au Seigneur des Anneaux ou à quelque chose de bien précis sans se rendre compte de tout ce qu'il y a autour. Bon, après, je peux comprendre, mais je pense que c'est justement en termes d'interprétation, c'est un peu dommage. Voilà. On se retrouve dans des discussions quasiment comme sur la Bible. C'est ça qui m'a fasciné dans ce débat. Mais donc, pour prendre un exemple concret, les nains, parce que ça va vite. Les nains, en fait, au départ, dans l'œuvre de Tolkien, au départ, il dit qu'il n'y a pas de femelle naine du tout, quoi. Il n'y a juste pas de femelle. Et puis après, il dit que dans Le Seigneur des Anneaux, là, il dit que les naines, quand elles voyagent, les autres espèces, il y a une citation qui dit que les naines, quand elles voyagent, les autres espèces, les elfes, les humains, ont du mal à les différencier des mâles parce qu'elles leur ressemblent beaucoup. Donc, il n'est pas question de barbe.
Alors évidemment, on peut tenir le raisonnement, oui, mais si elles leur ressemblent beaucoup au point qu'ils ne savent pas différencier, c'est qu'elles doivent être barbues, sinon ça ne tient pas la route, quoi. Et puis, vers la fin de sa vie, Tolkien disait que les femelles elfes n'avaient pas de barbe. Donc, le canon, c'est quoi? Le canon, c'est à la fois elles ont des barbes, elles n'ont pas de barbe, et les naines n'existent pas de toute façon. Le problème, c'est que et donc, les gens ne se rendent pas compte de ça. Mais, parce que, ah oui, si vous l'ignorez, mais en fait, pour le Silmarillion, évidemment, on a il y a 6 versions différentes. Christopher Tolkien a publié 6 versions différentes du Silmarillion, avec toutes les étapes où on peut voir vraiment l'évolution du texte et des idées de Tolkien à travers le temps. Et même le Silmarillion canonique, c'est-à-dire ce que nous on appelle, enfin, que vous trouverez dans toutes les librairies, enfin le Silmarillion, c'est un Silmarillion qui a été édité par Christopher Tolkien, c'est-à-dire que Christopher Tolkien a été dans les notes de son père et a sélectionné des choses qui lui semblaient être cohérentes les unes avec les autres. Mais donc, c'est même pas peut-être pas la sélection que Tolkien lui-même aurait fait. C'est des choix à certains moments que Tolkien a fait, que Christopher Tolkien a fait en se disant que ça aurait du sens. Donc, vous voyez que dès qu'on commence à dire c'est quoi le lore, c'est quoi le canon chez Tolkien, ça devient vite très compliqué. Et s'imaginer qu'il y a une sorte de canon fixé dans le marbre, non, c'est impossible que des naines n'aient pas de barbe. En plus, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une image d'une naine. Bon, elle a l'air d'avoir un peu de poils capillaires, mais elle n'a pas une pleine grosse barbe. Donc, on sait même pas comment ils vont vraiment traiter les naines dans la série. Et moi, je m'en suis rendu compte en jouant à The One Ring aussi, parce que dans The One Ring, il y avait une histoire qu'on a joué avec mon groupe où il y avait une naine. Et alors, la façon dont c'était traité dans ce scénario-là, c'est qu'en fait, la naine portait une fausse barbe. Donc, je ne sais plus si les joueurs s'en sont rendus compte ou pas, mais, parce que c'était il y a longtemps. En tout cas, je me souviens bien que dans le scénario, la naine portait une fausse barbe. Donc, ça veut dire que quand elle se présente aux joueurs, les joueurs pensent que c'est un mâle, mais en réalité, elle peut enlever cette fausse barbe. Et je m'étais dit, tiens, donc voilà, l'interprétation, ce n'est pas que les naines sont barbues, c'est juste qu'elles se déguisent. Vous voyez comment l'auteur du scénario de One Ring a réinterprété la citation de Tolkien. Et donc, voilà, scandale dans The One Ring, les naines n'ont pas de barbe. C'est un sujet, hein, c'est un sujet important, je pense, qui mérite qu'on s'écharpe tous les uns les autres de toute façon. Mais oui, en fait, je pense que c'est valable pour énormément parce que là, d'œuvres. tu soulignes un point important, parce que toi, tu le dis sur le ton de l'humour, mais c'est vrai, en fait, chez Tolkien, c'est totalement non important le fait que les naines aient des barbes. C'est un faux sujet. Et alors, la raison pour laquelle c'est devenu un sujet, c'est parce que c'est à cause des films de Peter Jackson. Dans Peter Jackson, il y a la fameuse blague avec Gimli et Aragorn, où Gimli parle des naines, et alors Aragorn, il fait « ouais, c'est parce qu'elles ont des barbes ». Et en fait, il y a un attachement émotionnel, donc là, à l'adaptation de Tolkien, qui fait que dans l'esprit de la génération de Jackson, le fait que les naines ont des barbes est devenu un enjeu émotionnel, en gros. Alors que ça n'allait pas du tout chez Tolkien lui-même. C'est pas important que les naines aient des barbes ou pas chez Tolkien. C'est hyper intéressant. Effectivement, je n'avais pas en tête cette scène qui cristallisait l'émotion de l'adaptation de l'œuvre, en tout cas. Mais je pense que ça doit être vrai. Je n'ai pas d'idée en tête, mais je pense que ça doit être vrai pour énormément d'œuvres en fait, qu'on a dans notre culture populaire. C'est le fait qu'on en a une vision assez figée, alors qu'en fait, évidemment, la vie d'un auteur, elle a été ponctuée de plein de circonstances différentes. Et il y a probablement beaucoup de choses qui ne sont pas figées dans le marbre et qui ne sont pas, en tout cas, aussi simples que A ou B. Et il y a effectivement beaucoup de variations au niveau de la vie même de l'auteur, quoi. Donc là, ça doit être une très, très belle manifestation de cette situation. Oui, donc il y a beaucoup de réactions, comme on vient de le décrire, qui viennent à cause des films de Peter Jackson, parce que les gens sont attachés émotionnellement. J'adore les films de Peter Jackson, hein, on aimerait bien. Mais donc, là, ce que lui a montré, c'est devenu la version canonique, quoi. Les elfes, ils doivent forcément avoir des cheveux longs. Et donc, les gens s'excitent aussi parce que dans la bande-annonce de One Ring, de l'anneau de Rings of Power, on voit des elfes avec les cheveux courts. Oh, c'est blasphème, les elfes ont toujours les cheveux longs. Mais ça, c'était un choix de Peter Jackson qui est devenu le standard auquel tout le monde s'attend. Parce que, évidemment, Tolkien, en fait, décrivait très, très peu ces personnages. Il a très peu il peut passer des pages et des pages à décrire un paysage, mais par contre, la couleur des cheveux, etc., des personnages, etc., il donne très peu de détails physiques sur les personnages dont il parle. Et donc, exception faite du Hobbit, peut-être, parce que je me souviens que les premières pages, finalement, même du Seigneur des Anneaux, décrivent bien, ou d'ailleurs de Bilbo, je ne sais plus, mais décrivent très, très bien ce que c'est qu'un Hobbit. Je me souviens de ces pattes où il t'explique que justement, des pieds où ils expliquent qu'ils n'ont pas de chaussures, quoi, parce qu'ils ont le cuir tellement épais, etc. Ils rentrent dans des détails anatomiques qui sont assez poussés pour les Hobbits, j'ai l'impression, non?
Oui, tout à fait. Après, évidemment, c'est toujours le même truc. Il dit à certains moments, dans certains textes, que certains elfes ont les cheveux longs, ça on est d'accord, mais après, c'est toujours est-ce que tu peux extrapoler à cause de ça que tous les elfes ont les cheveux longs? Ça va être important pour la question de la couleur de la peau des elfes, évidemment, mais c'est vrai que ouais, c'est un des problèmes. Donc, oui, il y a beaucoup de... Et alors, ce qui est fou, il faut quand même rappeler que Jackson... Donc, les réactions qu'on a un peu maintenant, il faut... Pour les jeunes qui n'étaient pas nés à l'époque, bah, en fait, les gens avaient les mêmes réactions avant la sortie des films de Jackson, hein. Ils étaient effrayés que Jackson allait complètement détruire Le Je me Seigneur des rappelle. Anneaux. Et que, parce que, par exemple, c'était inconcevable qu'Arwen ait un rôle actif et qu'elle se batte parce elle devait être passive et douce. Enfin, je ne sais pas, elle ne peut pas être sur son cheval en train de sauver Frodo. C'est les mêmes réactions qu'on a maintenant. Galadriel en armure, c'est quoi? C'est pas possible. Donc, il faut aussi, à chaque nouveau projet, c'est le même. Alors évidemment, peut-être que là, encore une fois, on ne sait pas, peut-être que Rings of Power sera nul, mais je veux dire, à l'heure actuelle, avec ce qu'on a, on ne sait pas juger, en gros. Moi, c'est mon opinion. Je veux dire, on a eu une vingtaine de posters et quoi, 3 minutes sur une série qui est supposée être vertigineuse en termes de. Donc, on ne sait pas, on va voir. Il y a, Mais. il y a un indicateur quand même, c'est le volume de travail. Et j'ai quand même l'impression, quand on analyse tout le travail qui peut être fait et le temps que ça a pris pour réaliser cette série, qu'à mon avis, ça va pas, ça peut pas être un 100% ratage. Alors effectivement, il peut y avoir des choses qui peuvent sauter aux yeux, il peut y avoir des choses décevantes, il peut y avoir des scénarios qui, indépendamment du lore, sont pas bien construits. Ça arrive dans toutes les œuvres, mais globalement, j'ai quand même l'impression que on va découvrir quelque chose de qualité. Donc, bon, on le verra. Mais effectivement, tu as raison, il n'y a pas d'éléments tangibles qui nous permettent de savoir si ce sera bien ou pas bien. Voilà. Alors, le fait que ça va être qu'ils adaptent ou qu'ils changent des choses chez Tolkien, hein, par exemple, bon, on sait qu'ils vont probablement raccourcir les durées de temps, parce que s'ils ne les raccourcissaient pas, ils devraient tuer leurs personnages humains au moins une fois par saison, enfin juste de vieillesse, quoi, parce que les durées sont tellement longues dans ces périodes-là. Donc évidemment, ils vont devoir, ils vont devoir faire, mais ça c'est normal en fait, c'est de faire une adaptation. Et quand on transforme un livre dans un film, on peut jamais, enfin c'est un autre média, il faut faire une adaptation. Et les gens qui disent ça, en général, ils ne se rendent pas compte, mais Jackson, il a changé plein de trucs dans sa trilogie. Par exemple, donc, il faut essayer de les énumérer. Donc, il a éjecté Tom Bombadil, il a éjecté les Barrow-Down, donc la scène avec, où il y a des sortes de cairns où il y a un fantôme dedans. Il a éjecté Glorfindel et c'est Arwen qui va chercher à la place, sauver à la place Frodon. En fait, la liste des choses qu'il a changé est énorme, hein. Même la manière dont il représente les personnages, Aragorn, dans le roman, il n'est pas caractérisé de la même façon. Dans le film, il est incertain sur le fait qu'il veut devenir le roi, tandis que dans les romans, c'est pas une question est-ce qu'il va devenir le roi ou pas, c'est quand est-ce qu'il va devenir le roi, la vraie question. Enfin, même la manière dont il représente les personnages n'est pas la même. Et Elrond, par exemple, il a l'air désespéré, il a perdu tout espoir, alors qu'en réalité, il adopte Aragorn et il l'appelle Estiel, ce qui veut dire espoir. Donc, il dit carrément qu'il a l'espoir dans Aragorn, alors que le Elrond de Jackson est complètement déprimé tout le temps. C'est vrai. Ouais. Donc, et alors même la façon dont se comportent les elfes, moi je dis toujours les elfes de Jackson, c'est des Vulcains, quoi. Ils parlent toujours de manière très sérieuse. Jackson a changé plein de choses. Les elfes dans Le Seigneur des Anneaux, ils sont pas du tout comme ça, hein. Ils sont pas les elfes quand ils arrivent non, dans le Hobbit par exemple, quand la troupe avec Bilbo et les nains arrive à Rivendell, les elfes ils sont en train de chanter et de faire la fête, ils sont super gais, joyeux, ils se foutent de la gueule des nains. C'est pas du tout les elfes à la Jackson qui sont complètement super sérieux et totalement. Enfin, moi je dis c'est des Vulcains à la Star Trek, hein. En fait, j'ai l'impression quand même globalement quand je t'écoute qu'une adaptation d'une œuvre littéraire en film, en œuvre cinématographique, nécessite en fait de forcément grossir le trait, d'exagérer, de prendre des partis pris assez tranchés. Il est beaucoup plus difficile d'être dans la nuance dans une série d'images que dans des tonnes de pages finalement. Et c'est peut-être ce qu'on redécouvre avec ces polémiques, non? Ouais, moi, en fait, c'est ça que j'adore avec l'arrivée de cette nouvelle série, c'est qu'on va avoir droit à une nouvelle interprétation, une nouvelle adaptation de l'univers de Tolkien, et ça va nous obliger à imaginer les choses différemment de ce qu'on faisait déjà. Alors que, évidemment, c'est pas pour ça que l'adaptation sera moins valide ou moins correcte que les précédentes, c'est juste une adaptation. Bon, il y a déjà eu d'autres adaptations, le film de Bakshi, etc., où ils représentaient les choses différemment en fait, les gens maintenant, ils pensent que ils s'imaginent que la seule manière de représenter l'univers de Tolkien, c'est la version de Jackson, mais c'est pas vrai, hein.
Écoute, ouais, tout à fait. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir cette série pour voir ce que ça va donner. Je suis très enthousiaste et puis surtout que ça va aborder des sujets dont j'ai pas beaucoup la connaissance. Donc, tu vois, je vais être assez neutre et assez vierge. On pourra confronter nos regards là-dessus. Du coup, toi, tu t'es un petit peu intéressé à la manière dont c'était étudié, c'est ça, sur le lore, la présence notamment des elfes noirs? Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ah oui, juste un dernier truc sur les elfes, enfin, c'est le Mm. même sujet de toute façon, mais Tolkien ne dit jamais que les elfes ont les oreilles en pointe, hein. Donc, Ah oui, c'est vrai, c'est un point, ça. t'imagines si dans le Rings of Power, ils avaient décidé de faire des elfes sans oreilles en pointe, l'horreur et l'effroi de tous les gens, ça aurait été blasphème. Alors C'est vrai qu'à que, à l'image, tu vois arriver un elfe qui n'a pas les oreilles en pointe, tu te dis, mais ce n'est pas un elfe, ce n'est pas possible. ouais. Ouais, donc, ouais, non, je me suis intéressé au lore pour les elfes noirs, donc qui est probablement l'aspect le plus, le plus controversé parce que malheureusement, on a l'impression que l'œuvre de Tolkien s'est fait un peu récupérer par des blancs suprémacistes, enfin, aux États-Unis, etc. Il y a des gens qui sont très investis dans le fait que pratiquement tout le monde dans les terres du milieu doit être blanc. Alors évidemment, on peut toujours dire que dans les territoires à l'extérieur, enfin, loin de la carte, mais loin de l'action principale, là, il y aurait des personnages de couleur, bon. Mais en tout cas, bon, pas des elfes, surtout pas des elfes, quoi. C'est ça souvent l'argument. Donc là, il y a toute une série d'arguments qui est mobilisée, hein. Bon, il y a l'argument de l'intention de Tolkien, quoi, hein. Tolkien, son intention, c'était de faire une nouvelle mythologie le... Bon, c'est probablement un des meilleurs arguments, celui-là. On commence par un des meilleurs arguments. Mais son intention, c'était de faire une mythologie pour l'Angleterre, une nouvelle mythologie pour l'Angleterre qui... Et donc, on peut dire, bah oui, dans les mythologies dans lesquelles il s'inspire, bah là, il y avait forcément, historiquement, pas beaucoup de personnages de couleur. Mais en fait, le problème là, c'est qu'on se base sur pas ce que dit Tolkien dans le texte, mais sur son intention supposée. Ouais. Voilà. Il avait l'intention de faire ça, donc. Et puis, en plus, bon, après, il n'y avait pas de personnages de couleur. Bah, alors, oui, bah, sa mythologie, c'est quoi? C'est une mythologie du Moyen-Âge, mais par exemple, c'est tout comme dans les Chevaliers de la Table Ronde, mais au Moyen-Âge, en Angleterre, pour de vrai, il y avait des gens de couleur. Oui, mais en fait, c'est une mythologie qui remonte à plus ça, à une période pré-romaine, donc évidemment, il n'y a pas beaucoup de gens de couleur. Bon. Mais en gros, encore une fois, moi, je pense que, bon, de tous les arguments, c'est probablement je pense, un des meilleurs. Mais encore une fois, ça ne se base pas sur quelque chose de textuel, mais sur l'intention de Tolkien. Et c'est probablement que Tolkien imaginait la grande majorité de ces personnages blancs, ça c'est vrai. Mais encore une fois, ce n'est pas textuel, ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte, on se base sur son intention. C'était pas un enjeu idéologique, c'est ça que tu veux dire finalement. C'est que c'était plus un constat culturel issu de l'image qu'on se fait de l'Antiquité, du Moyen Âge, qui est probablement assez proche, hein, d'une présence largement dominée en Europe par des personnes blanches. Mais c'était pas une idéologie pour lui de masquer les personnes de couleur. Non, je ne pense pas. Et surtout, il ne faut pas oublier que un de ses grands thèmes ou une de ses grandes intentions, à l'inverse, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est d'insister sur la coopération entre les peuples et le fait que les elfes, les nains, etc., c'est seulement en collaborant ensemble qu'ils arrivent à vaincre Sauron. Donc, en fait, Tolkien a un message extrêmement antiraciste au cœur de son texte. Et alors, c'est quoi son intention? Enfin, je veux dire, les gens insistent sur oui, mais son intention, c'est de faire une légende. Mais en fait, on pourrait tous dire oui, mais son intention, enfin, on voit bien qu'un de ses thèmes majeurs, c'est la lutte contre l'antiracisme. Donc, c'est un peu bizarre de faire un cheval de bataille sur le fait que tout le monde doit être blanc dans les terres du milieu. Et aussi oui, moi souvent quand je dis, on me sort cet argument, il voulait faire une mythologie pour l'Angleterre. Oui, ok, je suis d'accord, c'est vrai que c'est des choses qu'il semble dire à certains moments de sa vie, etc. Mais il ne faut pas quand même oublier que les hobbits, au début du roman, ils ont la poste, ils ont inventé le golf et le cricket. Enfin, je veux dire, les hobbits sont complètement anachronistiques. Les hobbits, c'est clairement l'Angleterre du 19e siècle. Donc, visiblement, Tolkien n'a pas de problème à amener des éléments anachronistiques dans son histoire, alors que, bon, malgré son intention de faire une mythologie pour l'Angleterre. Donc, est-ce que Tolkien aurait été très embêté d'amener des personnages de couleur? Enfin, voilà, c'est pas... Donc ça, c'est cet argument-là. Bon, et encore, moi, je dirais que c'est l'argument le plus... probablement le meilleur. Maintenant, est-ce qu'il serait possible d'avoir des elfes noirs? Donc, si tu rentres dans le texte, bah, en fait, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a une citation qui semble dire que tous les elfes seraient fair, donc ils auraient les cheveux blonds, hein. Et donc, forcément, ils auraient tendance à être plutôt blancs. Mais le problème, c'est que c'est une citation, donc c'est après c'est dans les annexes, hein, du Seigneur des Anneaux.
Mais en fait, même si on lit clairement la citation, il commence à citer des elfes spécifiques. Et tous ces elfes sont des Noldor, hein, donc c'est une des espèces spécifiques des elfes. Et en fait, dans un ouvrage ultérieur, Christopher Tolkien a écrit une note où il explique que cette citation est incorrecte. En fait, c'est clairement, avec les elfes qui citent dans cette citation, Tolkien ne pouvait pas avoir en tête que tous les elfes étaient blonds. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que les Noldor étaient blonds, d'accord, comme Galadriel, quoi, par exemple. Et en fait, ces elfes-là sont d'ailleurs célèbres pour être blonds. Mais s'ils sont célèbres pour être blonds, ça veut dire qu'il y a des elfes qui ne sont pas blonds. Enfin, ils ne peuvent pas tous être blonds. De toute façon, Elrond, il a les cheveux noirs de toute manière. Mais, donc, ça exclut l'argument voilà, de cette citation qui serait la preuve ultime que Tolkien avait dans la tête que les elfes seraient tous blancs. Et donc, après ça, il n'y a pas vraiment de support textuel pour dire que tous les elfes seraient blancs. Alors après, les gens c'est assez fascinant, les gens rentrent dans des argumentations scientifiques, ça j'adore. Extraordinaire. L'énergie déployée à chaque fois est assez remarquable. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à dire, ben oui, donc un argument que j'adore, c'est quand les elfes apparaissent au lac Cuivianen, le soleil et la lune n'existent pas encore. Hein. Et donc forcément, ils ne peuvent pas être bronzés, puisque c'est théorie de l'évolution dans Le Seigneur des Anneaux, c'est génial. J'ai souvent vu cette argumentation remonter sur Twitter sur ce sujet-là, et je suis toujours effectivement, moi, estomaqué par l'énergie qui peut être mise par beaucoup de personnes qui ont pris position sur ce sujet, sur des argumentations extrêmement sérieuses et scientifiques, alors qu'on parle quand même d'un univers où il y a de la magie, il y a des anneaux, il y a des dragons, il y a des... Bon, mais non, ce sujet-là de la couleur de peau doit être, elle, justifié scientifiquement et d'un point de vue évolutionniste. C'est déroutant, mais bon. Oui, alors après, il y a aussi, même style un peu plus subtil, il y aurait des communautés, enfin, au Moyen-Âge ou avant, les communautés vivent assez isolées et donc forcément, il y aurait une sorte d'unicité ethnique au sein d'une même communauté, puisqu'il n'y a pas tellement d'échanges entre les communautés, c'est ça l'argument. Et donc, par exemple, tous les elfes de Rivendell seraient blancs, etc. Enfin, Rivendell en français, j'oublie toujours, c'est Foncombe dans la vieille traduction. Désolé, je dis toujours, je n'ai pas les traductions françaises dans ma tête. Mais oui, et en fait, ça oublie un truc majeur, c'est que les elfes sont totalement immortels. Hein. Je veux dire, ils sont littéralement complètement immortels. La seule manière dont ils peuvent mourir, c'est de se faire tuer de mort violente, mais ils ne peuvent pas, enfin, ou par accident, mais je veux dire, ils ne peuvent pas mourir de vieillesse, ils ne meurent pas de vieillesse. Mais donc, déjà, l'argument des communautés, là, ça n'a pas de sens, puisque les elfes peuvent voyager autant qu'ils veulent, et comme ils ont un temps illimité pour se déplacer à travers, tu pourrais imaginer qu'il y a des elfes un peu partout. Au moment du Seigneur des Anneaux, tu peux encore avoir littéralement un elfe qui serait né au lac Cuivanon et qui ferait partie de la première génération d'elfes. Bon, il y a eu tellement de massacres entre-temps, c'est probablement rare, mais dans le Silmarillion, il y a beaucoup de massacres d'elfes. Mais ce n'est pas techniquement impossible, puisqu'ils sont... même Galadriel elle-même est super vieille. Galadriel est née avant l'apparition du Soleil et de la Lune, donc ça fait... des milliers, des milliers, mais des milliers d'années. Et pour cet argument aussi évolutionniste, encore, de toute façon, tu as tout à fait raison. Hein, pour moi, c'est utiliser des arguments scientifiques pour le Seigneur des Anneaux, ça me paraît ridicule. Mais en gros, encore une fois, les elfes sont immortels. Et donc, Aluvatar, le dieu, les crée à un moment, pouf, ils apparaissent au bord du lac Cuivanon. Ils sont pas apparus par évolution. Je veux dire, c'est pas, ils se réveillent à un moment au bord du lac Cuivanon. C'est ça que nous dit le Silmarillion. Et donc, à ce moment-là, Eru Aluvatar, il pourrait très bien avoir créé des elfes qui soient divers ethniquement, et ils apparaissent pouf, tous divers ethniquement, et puis ils sont de toute façon là tout le temps puisqu'ils sont immortels. Hein. Et alors, enfin, voilà. En fait, la théorie de l'évolution sur les elfes, ça ne fonctionne pas du tout. En fait, le problème de ces aspects évolutionnistes sur les elfes, c'est qu'ils pensent à des êtres humains, à des communautés d'êtres humains, et ils oublient que les elfes, en fait, ils oublient l'étrangeté totale des elfes par rapport à nous, c'est que c'est des gens qui ne meurent pas. Donc, tu ne peux pas faire de dérive génétique comme ça sur une population immortelle. Hein. C'est toujours, on oublie ce genre de détails. C'est comme ouais, Legolas, c'est le prince de Mirkwood, mais je veux dire, il est le prince d'un royaume où le roi ne mourra jamais. Donc, être un prince chez les elfes, c'est pas comme être un prince chez... Enfin, il faut que le roi meure de mort violente. Donc voilà, ouais, non, moi je pense que avec ce que je viens d'expliquer, il suffit d'imaginer que Aluvatar crée les elfes à Cuivanon directement, paf, d'emblée, divers ethniquement, et tu as résolu tous les problèmes d'un point de vue canonicité sur
sur l'origine du fait que tu aurais des elfes noirs. Enfin, ça me perturbe absolument pas. Et la façon dont j'ai découvert ça, c'est que donc un des plus grands érudits du Seigneur des Anneaux à l'heure actuelle, c'est le Tolkien professeur. Là. Tu l'as souvent cité, Ouais. effectivement. Et alors, il y a des années de ça, quand j'ai commencé à l'écouter, il essaye de faire une adaptation du Silmarillion. Donc, il a un podcast où, en gros, son projet, c'est ils sont un groupe de scénaristes et ils sont en train d'écrire le scénario pour une série qui ferait 25 saisons pour adapter l'entièreté du Seigneur des Anneaux. Et c'était super marrant parce qu'ils sont arrivés à l'apparition des elfes au lac Cuivianon et ils ont exactement eu la conversation que je viens d'avoir. Est-ce qu'on doit représenter les elfes comme étant divers ethniquement d'emblée ou pas? Et donc, Tolkien professeur ne rejetait pas du tout a priori l'idée que ce soit possible. C'était au contraire l'enjeu. Est-ce qu'on introduit directement une diversité ethnique chez les elfes et alors ça permet d'avoir des elfes de couleur par la suite ou pas? Et donc, c'est comme ça que j'ai un peu... ça m'a un peu... j'étais là aussi surpris à l'époque en me disant, comment ça? Les elfes ne sont pas tous blancs, mais en fait, quand tu te mets à y réfléchir comme ça, tu te rends compte qu'il n'y a pas de raison en fait, pour lesquelles... Après, on peut toujours pinailler et dire, bah oui, l'elfe noir qui est dans le trailer, c'est un elfe de Mirkwood. Alors, ça aurait peut-être été moins choquant pour les fans s'ils avaient dit, bah oui, Mirkwood, c'est une communauté où les elfes ont tendance... mais alors, évidemment, ça renvoie toutes les personnes... En fait... S'ils font ça, pour ne pas choquer les fans, dans leur a priori, bah, ils sont obligés de reléguer tous les personnages de couleur à des rôles secondaires, évidemment. Hein, c'est ça le problème. Alors que dans le fond, pourquoi faire ça, quoi? Donc, ouais, non, moi, je suis content qu'ils aient fait ça. Je trouve ça bien. Je crois que c'est au contraire en fait assez révélateur de ce que peut représenter la place de minorité dans une société, ou enfin voilà la place, le caractère systémique d'attitude, même je dirais raciste. C'est qu'au final, si tu regardes bien, c'est le fait de faire perdurer une situation qui est difficile à faire bouger. Je m'explique, en gros, à partir du moment où des films sont sortis à une époque où effectivement, alors sauf, pour le coup, tu vas probablement me contredire, mais je ne sais même pas quel personnage de couleur il y a dans les films du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. J'ai pas en tête, en fait, je crois qu'il y a... Il y a les Easterlings, les gens de l'Est, qui sont supposés être asiatiques. Bon, avec leurs armures, on ne voit pas très bien, mais encore une fois, les Easterlings sont des peuples qui ont déjà été corrompus par Sauron, donc par définition, c'est tous des méchants. Ouais, c'est encore pire même. Si tu fais la version Jacksonienne, si tu es de couleur, tu es forcément méchant. Hein. C'est vrai. Et du coup, ça illustre pour moi le fait qu'à partir du moment où il y a cette référence cinématographique autour de cette œuvre qui a été installée avec une place plutôt minoritaire des personnes de couleur et même associée aux grands méchants de l'histoire, c'est aussi ça qui installe le fait que du coup, une autre œuvre qui arrive derrière, si elle reprenait les codes, évidemment, ça ne choquerait pas les détracteurs, ça ne choquerait pas les personnes qui sont dans cette position-là, mais ça ferait perdurer de fait, ce serait peut-être plus facile, hein, mais ça ferait perdurer une situation où la place est largement occupée dans la culture occidentale par les Blancs, quoi. Et quelque part, je crois que c'est une belle manifestation ça montre pour moi à quel point ces caractères racisants sont systémiques. C'est vraiment la vision que j'en ai, moi, de mon côté. C'est que une fois que le sujet est un petit peu installé, c'est très difficile de le faire perdurer. Et même, j'allais dire, si l'œuvre de Tolkien n'écrivait pas, ce qui n'est pas le cas, on l'a compris, hein, mais noir sur blanc, sans mauvais jeu de mots, le fait qu'il y ait des personnes de couleur dans le lore, ou qu'elles soient particulièrement ramenées à certaines justifications logiques, du coup, je serais aussi très content si l'œuvre cinématographique qui sort en 2022, comme on le disait au début, ne respectait pas 100% de l'œuvre originale et allait justement faire évoluer les choses. Ça me rappelle un autre sujet qu'on avait abordé ensemble, Jean-Michel, c'était Get Out, le film qui se situe... non, pardon, qui ne se situe pas, mais qui reprend certains codes du monde de Lovecraft et qui, justement, va combattre des prérequis racistes assez importants. Sujet d'ailleurs qui a été repris dans le cadre de la traduction, tu as vu, hein, de l'intégrale de Lovecraft en français. C'est un sujet encore qui a été plutôt abordé, c'est quelle place sur le caractère un peu raciste de Lovecraft, quoi. Enfin, c'est des sujets qui me semblent très intéressants sur le domaine du racisme, en fait, tout simplement. Ouais, non, c'est clair, et je pense que ça montre aussi le défaultisme, hein, qu'on a tendance par défaut à imaginer tout le monde blanc et pas à imaginer des gens de couleur. Exactement. Hein, Exactement. ça évoque aussi les débats autour de Donjons et Dragons et des Drow, hein, les elfes noirs dans Donjons et Dragons, qui sont tous méchants sauf un seul gentil. Triste. Oui,
Dries Do'Urden. Qui pose aussi ce genre de problème. Je me rappelle, j'avais été très marqué par la lecture de ces romans. Il faudrait que je me les réapproprie d'ailleurs pour voir quel regard je peux en avoir petit. Ok, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour sur ce thème, Jean-Michel? Oui, bah, juste une remarque sur parce qu'évidemment, il y a toujours la critique. Oui, donc en fait, je dirais il y a des critiques légitimes, enfin des craintes légitimes, je ne dirais pas des critiques légitimes, parce qu'avec ce qu'on a en main pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse vraiment juger du résultat final de ce que va être la série. Mais enfin bon, il y a des craintes légitimes, ça je peux imaginer. Hein. Il y a des choses qu'on peut se dire, ah, j'espère que… Hein. Et puis alors, il y a quand même beaucoup, il y a quand même malheureusement, on sent bien un arrière-fond de racisme dans ce qu'on lit sur Internet. Et c'est très difficile parfois de différencier est-ce qu'on est face à un fan enfin, voilà, qui fait une un critique puriste. ouais, Enfin, un non, mais puriste. d'ailleurs, on a bien vu qu'un puriste n'était pas le terme approprié d'ailleurs. Mais Oui, voilà, c'est plutôt un puriste de Jackson finalement oui, qu'un oui, puriste de voilà, c'est ça. Tolkien. Ou si on est voilà, quelqu'un qui ne peut pas vraiment plonger dans le sujet, ou est-ce qu'on est face à quelqu'un qui veut juste… Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est toujours, ils disent toujours que nous, on veut, enfin, que les gens qui veulent de la diversité dans une série, on avance un agenda politique comme si eux, leur discours, c'était pas un agenda politique. C'est assez bizarre. Enfin, oui, juste une remarque sur le wokisme, enfin, ou le truc. Moi, je trouve, enfin, les gens se rendent peut-être, enfin, je sais pas, j'ai toujours du mal à comprendre les gens qui… J'ai plein de copains qui sont des réactionnaires, hein, qui sont contre tout ce qu'on est en train de dire, mais j'ai un peu de mal à comprendre parce que, enfin, moi, je suis marié à une Asiatique et j'ai des enfants asiatiques. Bah, je peux garantir aux spectateurs que quand il y a un personnage asiatique qui apparaît à l'écran, mes enfants, ils réagissent pas de la même façon, quoi. Et si en plus il est dit qu'il est japonais, chaque fois, ça va avoir un impact sur eux beaucoup plus fort. Je suis sûr qu'une des scènes favorites de mon fils dans Endgame, c'est quand on voit Hawkeye en train de se battre avec des Yakuza à Tokyo. Donc l'idée que, enfin, je sais pas, il y a des gens qui ont l'idée que ne pas montrer de la diversité ethnique ou en termes de sexualité, ça c'est pas, enfin, c'est une idée ridicule ou que ça n'a pas enfin, j'ai du mal à comprendre en fait, mais c'est clair que les gens en fait ont envie de se voir dans les œuvres. Bien sûr. Je partage complètement ton sentiment, ça c'est clair. Mais alors après, c'est un peu délicat hein, cette histoire au final, parce que je me rends compte qu'on est tous les deux raccords sur notre position sur le sujet. Et puis bon, on est deux mâles blancs qui parlons aussi de ce thème. Donc bon, ça serait presque intéressant d'écouter encore une fois des thèses contradictoires. Et bah, il y en a plein. Vous en trouverez assez facilement, je pense, de toute façon. Ouais, ça doit pouvoir se trouver sur Internet. Mais oui, et même oui, peut-être un mot pour les puristes, là, c'est pas une remarque du type raciste, mais sur Galadriel en armure. Là encore, hein, c'est des puristes de Jackson. Hein, l'idée que Galadriel soit en armure dans la bande-annonce choque uniquement les gens qui ont dans la tête l'adaptation de Jackson où on voit Cate Blanchett avec ses longues robes avancer très lentement. C'est sa version de Galadriel, mais dans le Silmarion, Galadriel, il est clairement dit qu'elle a mené des armées, qu'elle était une combattante, etc. Donc, et en plus, la version de Jackson n'est pas anti-canon, parce que simplement, Tolkien disait quand même que même si les elfes sont immortels, il y a quand même un vieillissement de leur psychologie, en gros, à travers le temps. Ils ne vieillissent pas physiquement, mais ils gagnent en maturité. Et donc, la Galadriel du Seigneur des Anneaux, bah, elle est beaucoup plus mature que la Galadriel qu'on va voir dans la série. Et donc, elle est moins… je vais prendre une armure et aller taper sur les orques. Mais, donc, même cet aspect-là, moi, enfin, bref. Soit dit en passant, l'esthétique d'ailleurs hein, de l'armure est hyper intéressante. Moi, j'ai mobilisé une amie qui est spécialisée dans l'histoire des costumes, donc l'histoire des costumes de théâtre notamment, mais évidemment, ça peut s'appliquer au cinéma, etc. Qui m'a fait, alors elle n'est pas experte hein, du tout du lore du Seigneur des Anneaux, mais elle m'avait fait une analyse de la tenue justement de l'armure de Galadriel qu'on voit en affiche, et c'était assez intéressant de voir à quel point c'était traité avec un souci de féminisation justement de l'armure et de sa tenue de manière générale. C'était assez cool à voir. C'est ça que tu disais avant. On voit déjà qu'en tout cas, ils ont mis de l'argent et que les choses sont très réfléchies. Hein. Les choses sont très réfléchies, ouais. Sur la dague qu'on voit, que le plante dans la glace ou qu'on voit sur le poster, en fait, c'est une dague qui entremêle de l'or et de l'argent. Et ça, c'est une référence au fait que la description qu'on a de Galadriel, c'est que ses cheveux entremêlent. La couleur de ses cheveux entremêle l'or et l'argent parce qu'on compare ses cheveux avec les deux arbres. Il y a les deux arbres qui éclairaient le monde au début de la terre du milieu. Il y avait un arbre qui était doré, un arbre argenté. Donc, on voit le nombre de détails. Donc, la dague est une référence aux cheveux qui est eux-mêmes une référence aux arbres.
visiblement, ils ont quand même des gens compétents derrière pour rajouter tous ces détails. Carrément, les affiches, il y a moyen de les détailler. Il y en a qui l'ont fait d'ailleurs, mais il y a déjà beaucoup d'affiches. En fait, paradoxalement, s'ils avaient voulu aller dans la simplicité d'une œuvre et capitaliser sur une marque d'un point de vue purement commercial, je pense qu'ils n'auraient pas sorti autant d'affiches pour un teaser. Et là, toutes les affiches sont, je trouve, très très bien réalisées. Et effectivement, il y a moult détails qui ont beaucoup de sens. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses gratuites de ce que j'en ai vu en tout cas. Je ne suis pas encore suffisamment expert, mais très enthousiaste en tout cas de mon côté. Oui, et puis aussi au niveau des détails, le premier teaser où il révélait le titre, hein, tout le monde disait oh, c'est de la mauvaise image 3D, et puis en fait, il l'avait fait avec réellement en faisant vraiment de la forge. Je ne sais pas si tu avais vu ça, en versant. Ah, je n'avais pas vraiment... vu du tout. Ah, oui, Non. oui, Ah ouais, oui. d'accord. Donc, okay. c'est il y a 2 le mois. fait qu'il coule comme ça le métal. Oui, oui. Donc, ils ont vraiment coulé le métal sur une planche en bois. Donc, c'est absolument pas de l'image de synthèse. Moi, je ne garantis pas qu'ils n'aient pas rajouté un petit peu d'image de synthèse des effets, ici et là, mais en tout cas, la première réaction des fans, c'est « Oh non, ça ressemble à Game of Thrones, on voit bien que c'est de la mauvaise image de synthèse. » Et puis après, IGN avait, 30 minutes plus tard, IGN avait déjà mis le making-of où tu vois que c'était absolument pas de l'image de synthèse. En tout cas, voilà, ils vont mettre de l'argent. Mais, ouais, il y a du travail. Ouais, je crois qu'on a couvert les plaintes principales. Cool. Je suis sûr qu'il y a des gens qui seront amenés à déposer leurs commentaires sur le site ou à réagir sur les réseaux sociaux. On est toujours preneur d'ailleurs que vous partagiez ces épisodes parce que ça aide à la visibilité et puis les discussions peuvent être intéressantes si elles sont aussi enrichies avec évidemment intelligence et respect de chacune des parties prenantes. Peut-être pour conclure cet épisode, Jean-Michel, est-ce que tu peux nous faire un petit agenda de tes parties? C'est toujours cool, c'est toujours attendu. Je ne sais pas si tu as la possibilité de le faire. Moi, j'ai vu en tout cas qu'il y a eu une période de bonne activité en janvier. Tu as dû être un petit peu plus sollicité par la suite et même fin 2021, il y avait un petit peu moins, mais il y avait plus de parties en janvier. C'est quoi ton programme de jeu là, dans les semaines et les mois à venir, on va dire? Ouais, juste avant ça, je voulais juste faire une petite conclusion pour Tolkien. Hein. Ah oui, oui. Il y a une lettre très célèbre de Tolkien où il décrit son projet et il dit c'est un peu ridicule, mais mon projet, c'est de créer donc un récit entrelacé de mythologie et d'histoire, etc., comme les Chevaliers de la Table Ronde. Et à la fin, en fait, qu'est-ce qui caractérise un récit comme la mythologie gréco-romaine ou la mythologie des Chevaliers de la Table Ronde? C'est qu'il y a plein d'auteurs qui s'en réemparent et qui font des nouvelles choses. Et donc, Tolkien, qui était un spécialiste de ce genre de choses, le savait fort bien. Hein. Et donc, il dit, finalement, je paraphrase, mais il dit la meilleure chose, si j'arrive à faire ce que je veux faire, la meilleure chose, c'est que mon univers sera pris par many minds and hands, hein, donc beaucoup d'esprits et de mains prendront mon univers en main. Donc lui-même dans cette citation, c'est pour ça. Et donc il y a un nouveau podcast du Tolkien Professeur là, qui s'appelle Many Minds and Hands, beaucoup d'esprits et de mains, qui est une référence à ça où juste il va faire lui entièrement un podcast juste sur comment adapter, c'est quoi une adaptation pour discuter des Rings of Power. Donc, si vous parlez anglais, que vous êtes aussi passionné que moi par le Seigneur des Anneaux, il faut écouter ce podcast-là. Mais donc, voilà, c'est ce qui arrive aux mythologies, hein, c'est que d'autres personnes s'en emparent et font des choses avec. Voilà. Alors, non pas, je vais évidemment commettre une erreur en imaginant que c'est une mythologie et il ne faudrait pas confondre une œuvre avec certains codes et puis une mythologie. Mais tu vois, par exemple, par antinomie, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Cette vision des choses est beaucoup plus intelligente et visionnaire que la vision que pouvait avoir, par exemple, Hergé de son univers avec Tintin, où lui a clairement dit au contraire, avec moi, c'est fini, quoi. Quand je ne serai plus là, il n'y aura plus de Tintin. Alors que tu te dis, aujourd'hui, imagine la somme de dérivés d'univers qu'il aurait pu y avoir et de croisements dans l'univers Tintin. Combien il y a de couvertures d'albums fictifs de Tintin dans le monde de l'appel de Cthulhu qui peuvent être absolument géniaux. Moi, je rêverais d'avoir ces œuvres-là. Et quelque part, je trouve cette vision beaucoup plus intelligente pour un auteur de l'ouvrir, quoi. Pas que ce soit open source, évidemment, mais qu'on puisse se la réapproprier, quoi. Ce qui est important dans sa citation, c'est que pour lui, ça indique que son projet a réussi et c'est une marque, un indicateur. Parce que si tu racontes l'histoire du roi Arthur et que ça donne l'envie aux Français ou à d'autres auteurs de reprendre, c'est que tu as touché quelque chose. Hein, et que finalement, c'est pas forcément... à l'heure actuelle, on met fort l'accent sur l'originalité, mais avant, c'était au contraire de reprendre les mêmes histoires encore et de rajouter des touches et de donner sa touche personnelle à des histoires qui avaient déjà été racontées avant et pas toujours vouloir faire du neuf et du nouveau, quoi. Mais voilà, Et du coup, ça m'inspire une autre parenthèse, mais je serais très curieux d'avoir ton sentiment sur
sur Star Wars récupéré par Disney. Alors évidemment, il y a l'image de Disney qui est une grande boîte qui est évidemment très soucieuse de ses bénéfices. Moi, j'avoue que je fais partie de ces gens qui sont bons clients de Star Wars, de tout l'univers dérivé, que ce soit même les films qui ont pu sortir, qui ont été très décriés par la série The Mandalorian, la série, même le livre de Boba Fett, même si elle a des dérives qui sont parfois, je trouve, un poil ridicules, mais malgré tout, j'aime bien le fait que l'univers s'enrichisse comme ça. Et si on est un puriste, à la limite, on n'est pas obligé de les regarder et de s'y intéresser, on n'est pas obligé de les aimer. Mais quand on aime l'univers et quand on aime justement cette philosophie de voir un univers se faire réapproprier par d'autres auteurs, par d'autres professionnels, moi, je trouve ça cool. Je ne sais pas si tu as un sentiment sur l'univers étendu de Disney, de Star Wars, pardon. Ouais, j'ai le même sentiment que toi. Moi, je suis aussi un fan de Star Wars dans ce sens-là, et je suis aussi toutes les élaborations. Et donc, c'est vrai que je suis vraiment, on est sur la même longueur d'onde là. Maintenant, pour les gens qui sont inquiets et qui pensent justement à Star Wars comme étant le contre-exemple à ce qu'on dit, enfin voilà, quelque chose qui pourrait être complètement gâché, qu'on pourrait complètement gâcher Tolkien, il y a quand même différents éléments qui font qu'on n'est pas du tout dans la même situation, hein. Star Wars, évidemment, il n'y a pas d'œuvre sur laquelle c'est basé. L'aspect visuel est le seul média. Donc, tandis que nous, par définition un film à la base. Ouais. Ouais. Tandis que nous, ce qu'on disait, je veux dire, même si les films étaient totalement mauvais, les livres de Tolkien existeraient toujours et vous pourriez toujours ne pas regarder les films et juste apprécier les livres ou retourner aux livres, etc. Donc, ça, c'est une grosse différence. Et l'autre chose aussi, c'est qu'un élément, c'était aussi le Tolkien professeur qui apportait cet élément-là. Il disait le problème, c'est que l'univers de Star Wars, on peut dire que ça a commencé à partir en cacahuète à partir de la préquelle, hein. Or, le problème de la préquelle, parce que le scénario, on va pas revenir sur les problèmes de la préquelle, mais Jar Jar Binks, mais la préquelle, évidemment, la grosse différence, c'est qu'elle est faite par George Lucas, et donc on n'est pas, voilà, c'est comme si George Lucas avait en fait abîmé son chef-d'œuvre qui était la trilogie de départ. Là encore, on peut pas être dans ce contexte-là pour Tolkien. Donc, voilà, c'était des arguments que je trouvais intéressants pour objecter à dire qu'on pourrait être dans une situation Star Warsienne, même si moi je suis dans le même trip que toi, je suis bon public et j'aime bien les nouvelles séries. Bon, la dernière trilogie un peu moins, mais voilà quoi, je suis pas le premier à aller insulter les acteurs sur Internet en disant. On est des vendus à la solde de cette grande boîte qu'est Disney. Qu'est-ce que tu veux, Jean-Michel? C'est comme ça. Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est un autre argument, hein, c'est de dire vous n'aimez pas Amazon, vous n'aimez pas Disney. Mais c'est vrai. Mais oui, on peut être d'accord, mais ça n'a rien à voir avec le produit fini, quoi. Je veux dire, soit on parle de Rings of Power ou on parle des problèmes liés à Amazon, mais ça, c'est une tout à fait autre discussion. Mais utiliser Rings of Power pour vomir votre haine d'Amazon, c'est pas. Enfin, voilà, quoi. On est d'accord, si on parle d'Amazon, on n'aura pas la même discussion, effectivement. Elle aura d'autres arguments et peut-être d'autres points de vue, effectivement. Mais donc, pour mes trucs à venir, moi, on est en train de finir Curse of Strahd. Quand on dit qu'on est en train de finir, on est dans le endgame pour prendre la terminologie du MCU, mais je ne sais pas combien de parties il nous faudra encore. Je ne l'ai pas encore diffusé, mais donc vous l'entendrez peut-être avant, mais c'est vrai qu'en termes de parties, on est arrivé au moment où mes joueurs arrivent au château pour le mariage d'Irinia, alias Tatiana, et donc pour l'affrontement final, hein. Donc, on va voir combien. Maintenant, évidemment, le château, c'est un énorme morceau, donc je ne sais pas combien de parties ça va leur prendre pour arriver à tuer Strahd s'ils y arrivent. Mais donc, ouais, dans Curse of Strahd, on a bien avancé. Je dois avouer que je suis quand même excité pour le grand final et puis aussi juste pour la sensation d'avoir terminé. On aura fait la malédiction de Strahd. C'est vrai que c'est pas neutre, hein. C'est vrai que c'est chouette d'avoir pu le gérer en entier. Et presque tout à distance, si je dis pas de bêtises, en plus. Entièrement à distance. Entièrement à distance. Les joueurs, certains des joueurs ne voulaient pas reprendre en physique, donc on a entièrement fait à distance. Bon, voilà quoi. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs pour reboucler sur un des sujets que j'ai abordé au début de l'épisode, c'est que si vous aimez les interfaces de jeux de rôle à distance via outils numériques, il y a des tonnes de ressources. Alors, il y a Drive-Thru RPG, hein, mais il y en a d'autres aussi, de ressources pour avoir justement tous les visuels qui vous permettent de jouer ces campagnes qui sont très connues. Donc, Curse of Strahd, par exemple, vous avez des packages qui vous permettent de télécharger les cartes, les jetons, les assets graphiques et tout. Donc, c'est intéressant aussi. C'est un des avantages de ces grandes campagnes qui sont bien connues et beaucoup jouées, je pense. Okay, depuis le début du Covid, j'ai quand même fait un peu de physique, mais je ne les ai pas diffusés. Je ne sais pas si je les diffusés, je les ai enregistrés, mais
On a fait quelques parties le scénario d'introduction des Donjons et Dragons 5e édition, donc les mines de Phandelver. Et on les a joués avec mon fils dedans, en fait. Hein, et donc, en physique, avec 2-3 joueurs sur place, parce qu'évidemment, pour mon fils, jouer enfin voilà, ce ne serait pas la même chose en distanciel. Pour l'initier à Donjons et Dragons. Donc, mon fils, à 10 ans, on est en train de faire du vrai Donjons et Dragons avec lui. Génial. Mais bon, je ne sais pas, il y a une partie de moi. Je n'ai pas vraiment le temps, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire rajouter ça sur mon plateau d'édition, mais en même temps, ouais, ça pourrait être marrant d'écouter un enfant de 10 ans découvrir Donjons et Dragons. Il tombe dans tous les pièges. Il joue son alignement à l'opposé de ce qu'il devrait être. C'est génial, quoi. Il y a un côté vraiment rafraîchissant d'entendre un enfant découvrir c'est quoi Donjons et Dragons. Ah, carrément, bah, tu m'étonnes. Ouais, ça peut être chouette. Bon, évidemment, j'imagine que ça ne doit pas être neutre dans ton planning, mais ça peut être cool, effectivement. Tu as d'autres choses, du coup, en prévision? Mais donc, pour l'instant, on est déjà pas mal, hein, au passage. On a la campagne avec le groupe virtuel, enfin, même si mes 2 groupes sont virtuels maintenant, mais c'est le groupe qui était le groupe virtuel avant. Et ça, c'était… on joue à GURPS, là. Donc, on a mis en pause la campagne Pathfinder, parce qu'on avait fait pendant très longtemps 3 tomes. On est juste à la moitié, en gros. Mais bon, c'était très, très long. Donc, on joue à GURPS, les royaumes infinis d'horreur. Et c'est vrai que ouais, ça risque de durer un petit moment parce que j'ai pas mal d'idées pour ça. Entre autres, dans la campagne originelle de GURPS qu'on avait fait il y a 7 ans avec le groupe de base, j'avais fait que les royaumes d'horreur proposés par GURPS. Ici, en fait, ce que je fais, c'est que les joueurs vont dans les différents univers que j'ai traversés au cours des années dans mon podcast et peuvent interagir avec. Et donc, il y a eu un épisode assez marrant qui a été diffusé, mais où en fait, ils se retrouvent dans les années 40, juste après la Seconde Guerre mondiale, pardon, à New York. Ah, ils enquêtent sur un truc, et en fait, ils enquêtent, et le monstre qu'ils doivent affronter, c'est Hidalgo Cruz, qui était le personnage de Mourad dans Par-delà les montagnes hallucinées. Et donc, c'est Alex qui est le premier à avoir découvert le poteau rose. Parce qu'en fait, je fais référence à des choses très, très lointaines. Hein, donc, je ne savais même pas si quelqu'un allait se souvenir de ça, mais en fait, je fais des crossovers comme ça. Et je me suis dit que je ne vais pas faire que ça, mais pour l'instant, on a joué. La dernière, c'était dans Le Seigneur des Anneaux. Là, ça ne faisait pas crossover avec mon groupe parce que je voulais pas le faire, mon groupe physique, parce que je ne voulais pas faire crossover à chaque fois. Mais en fait, l'idée, c'est qu'ils vont dans chacun des univers qu'on a évoqués au cours des campagnes et revisiter, refaire avancer un peu ces univers dans la timeline aussi. Enfin, c'est un peu ça mon idée. C'est assez marrant parce qu'ils arrivent dans ces univers, mais en étant des agents d'infinité. Donc, ils sont dans Le Seigneur des Anneaux, ils sont là. Si seulement j'avais une mitrailleuse pour combattre les orques. Bon, et les gens qui ont dit blasphématoire pour les elfes noirs, ils vont encore dire on ne peut pas faire ça. Les puristes vont encore s'exprimer. Les puristes vont encore s'exprimer. Mais ouais, donc pour ceux qui ont envie de les mondes infinis d'horreur, ça va être l'occasion de revisiter des vieux trucs qui ont été visités sur mon podcast précédemment. Ouais. Très bien, excellent. Cool. Eh ben, écoute, je me réjouis d'écouter tout ça. Donc, du coup, moi, de mon côté, petite parenthèse, parce que j'avais beaucoup d'envie. D'ailleurs, la dernière fois qu'on avait fait un journal du meneur, je t'avais fait part de beaucoup d'envie. J'avais préparé les masques de Nyarlathotep. Et bon, alors le confinement a fait que je ne l'ai pas du tout fait jouer. Et en plus, je me suis rendu compte, ce qui est un peu idiot, mais après coup, qu'une nouvelle version était sortie il y a de ça quelques temps, qui n'est pas traduite encore en français. Et puis, on sait qu'il y a la réappropriation de l'appel de Cthulhu par Edge, qui fait qu'il y a pas mal de bouquins qui sont en train d'être revus. Mais les masques de Nyarlathotep a une nouvelle version avec une pré-version au Pérou, que moi, j'ai découvert du coup après coup, qui a un gros intérêt, c'est qu'un personnage, je ne donne pas trop d'éléments, mais un des personnages en jeu au début de la campagne, qui s'appelle Jackson Elias, a beaucoup plus de consistance avec cette partie au Pérou et n'amène pas le meneur du jeu à créer des pré-scénarios qui donnent des éléments d'enjeu. Donc, j'aimerais bien attendre qu'un jour ça arrive en français, ça, pour peut-être le faire jouer. C'est très ambitieux pour moi, parce que je sais que c'est très conséquent, mais je préférais attendre ça en sachant que je suis plutôt, moi, adepte des versions françaises et je ne suis pas très à l'aise avec les versions originales. Je lis bien l'anglais, mais je ne suis pas très à l'aise pour faire jouer avec du support anglais. Et du coup, je me rabats là en ce moment, Jean-Michel, avec Aux Portes des Ténèbres, qui est un recueil de scénarios de l'appel de Cthulhu, là, qui est sorti justement par Edge, de
débutant. Et je me suis dit que c'est peut-être par là qu'il faut que je reprenne mon activité de rôliste parce que j'ai manqué beaucoup de temps et j'avais beaucoup trop d'ambition par rapport au temps que j'avais de dispo. Donc, je me suis dit qu'en 2022, je passais à des actions simples, à des actions courtes. Et donc, je vais capitaliser sur Let's Roll avec notamment des scénarios en one-shot comme ça qui peuvent être, je pense, assez cool à découvrir, à suivre. Ils n'ont pas des gros enjeux, hein, mais je pense que ça peut être pas mal de divertissement. Et je vais être amené à les twitcher au passage. Donc, si jamais vous avez envie de voir ces parties sur Twitch, vous pouvez aller vous abonner à mon compte Twitch, Guillaume Vendée. Et puis, peut-être que vous aurez des diffusions de parties en live, des actual plays de Let's Roll sur l'appel de Cthulhu. Ouais, parce qu'au début des masques, les héros sont confrontés à un personnage, donc Jackson Elias, et ils sont supposés être des bons amis de lui, mais c'est la scène d'introduction et donc ils le connaissent pas. Les joueurs le connaissent pas et ça n'a pas d'impact émotionnel. Mais c'est vrai qu'il y avait eu aussi un autre supplément. C'était un supplément de fan-made fait par des fans en anglais, dont le titre m'échappe maintenant, mais c'est Addendum ou un truc comme ça. Il faut regarder, ceux qui parlent anglais le trouveront, qui avait été publié à l'époque avant la nouvelle édition, avec plein de matériel supplémentaire. Et ils avaient aussi proposé des scénarios pour introduire Jackson Elias avant le début de la campagne, pour que le début de la campagne ait plus de sens, effectivement. De toute façon, la nouvelle campagne, il faut mieux jouer la nouvelle que la vieille, parce qu'ils ont quand même beaucoup peaufiné, et aussi la difficulté, parce qu'on sait bien que Masque, c'est extrêmement... c'est un truc où tes joueurs se font tuer à tir-larigot, donc... Si tu prends la nouvelle version, ils ont une durée de survie un peu plus longue. Ce qui est un peu plus satisfaisant, je pense, par rapport. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté. Il y a Terreur sur l'Orient Express aussi, qui est en train d'être revu et en cours de traduction chez Edge, donc qui devrait arriver en français dans quelques temps, qui est une autre campagne assez mythique, je pense, l'appel de tout, à suivre, tout ça. Cool. J'ai trouvé le titre, c'est le compagnon de Mask of Nyarlathotep Companion, je pense que c'est ça le titre, comme ça ceux qui seraient intéressés l'auront. Très bien, j'irai jeter un coup d'œil moi-même, super. Écoute, merci beaucoup. Est-ce t'avais d'autres choses à rajouter, Jean-Michel, ou est-ce qu'on peut conclure cet épisode? Ouais, non, c'était parfait. Je crois qu'on a couvert vraiment tout ce que je voulais couvrir. C'est nickel. Chouette. Merci beaucoup pour ce moment partagé. Évidemment, si vous n'êtes pas abonné au podcast, vous allez chercher Club JDR, les 3 lettres, comme jeu de rôle, Club JDR dans votre app de podcast. Vous cherchez même sur Internet, vous allez trouver assez facilement les campagnes d'Actual Play. Et puis peut-être qu'il y a les anciens épisodes du Journal du Meneur qu'on a évoqué dans cet épisode qui pourrait vous intéresser. Allez jeter un coup d'œil là aussi si ce format vous a intéressé. Il y en a d'autres à écouter qui datent un petit peu mais qui sont dispo. Merci beaucoup de votre écoute, merci de votre fidélité. On se dit à très très bientôt dans un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous et à bientôt Jean-Michel. Bye bye tout le monde.